Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? On peut commencer. Très bien. Donc, normalement, on a terminé donc l'ensemble des cours donc de la pathologie générale tumorale.
Et là, on se rencontre lors de cette dernière séance, disons, de ce semestre, une séance de révision où on va essayer de faire le tour, disons, des différents cours que vous avez vus le long de ce semestre, d'accord? Et j'espère que ça sera donc une séance plutôt interactive où vous allez vous participer encore plus en posant donc les questions donc pour essayer de combler les lacunes s'il y en a. D'accord? Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là donc pour y répondre. D'accord? Et pour donc essayer donc de survoler donc ce chapitre, on l'a divisé en 3. Il n'y a pas de son? Là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Donc on va le diviser en 3, disons en 3 en 3 chapitres en quelque sorte. On va d'abord voir la transformation d'une cellule normale en cellule tumorale, puis nous allons voir donc l'histoire naturelle du cancer, et enfin nous allons terminer par la classification, les différentes classifications qu'on peut adopter donc pour essayer de classer, de stader ce cancer. D'accord? Donc on commence tout de suite. Voilà, donc par la transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse. Donc la cancérogénèse, comme on l'appelle, est un processus, c'est un phénomène multi-étapes, d'accord, qui prend plusieurs années à s'installer. Et à l'état normal, ce que vous devez savoir, que la cellule est régie par de nombreux gènes, d'accord, qu'on appelle, donc on peut les diviser en proto-oncogènes et en gènes suppresseurs de tumeurs. Les proto-oncogènes, ça c'est à l'état normal, d'accord? Les proto-oncogènes sont responsables donc de la division cellulaire, de la division, de la prolifération et de la maturation en quelque sorte cellulaire, alors que les gènes suppresseurs de tumeurs, ils inhibent la division cellulaire normale. Et donc il y a un état d'équilibre en quelque sorte qui s'installe entre ces proto-oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs. D'accord? Donc la division cellulaire à l'état normal est régulée positivement et négativement par l'expression de ces gènes. D'accord? Vous m'entendez mieux, non? Qu'est-ce qui se passe à l'état pathologique? Donc il y a un déséquilibre qui s'installe entre, donc on parle plus, à l'état pathologique, on parle plus de proto-oncogènes, mais on parle d'oncogènes, c'est-à-dire c'est des proto-oncogènes, il n'y a pas de sang. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez? On peut continuer? On continue? Très bien. Donc, je vous ai dit, à l'état pathologique, donc on parle plus, il y a un déséquilibre qui s'installe donc entre ces différents gènes, entre ces différentes régulations. Et à l'état pathologique, on parle plus de proto-oncogènes, mais on parle d'oncogènes. Les oncogènes, c'est quoi? C'est des proto-oncogènes qui ont été mutés, qui ont été activés en quelque sorte, d'accord? Alors que les gènes suppresseurs de tumeurs qui inhibent à l'état normal donc la division cellulaire, eux, ils sont inhibés. Donc, il y a des altérations génétiques qui perturbent l'équilibre entre la stimulation et l'inhibition de la prolifération cellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les oncogènes sont activés, donc ils fonctionnent trop, donc il y aura une division cellulaire incontrôlée, et contrairement donc aux gènes suppresseurs de tumeurs qui, eux, sont complètement inhibés, donc il n'y a pas d'inhibition de la division cellulaire. D'accord? Donc, il y a un grand équilibre qui s'installe en faveur, bien entendu, des oncogènes. D'accord? Et la cancérogénèse, comme on l'a dit, donc c'est un processus multi-étapes qui passe donc par différentes phases. Et on l'a déjà dit, il y a l'initiation, la promotion et la progression. L'initiation,
Donc, c'est quoi? Donc, il y aura pas mal d'agents, et là, généralement, c'est ce qu'on appelle donc les agents initiateurs, ou là, les carcinogènes, généralement les carcinogènes externes, donc extrinsèques, notamment les carcinogènes physiques, tels que les irradiations, biologiques, tels que les virus, ou encore les carcinogènes chimiques, tels que les tabacs, qui vont sensibiliser donc les cellules normales, qui vont devenir disons, plus fragiles à la survenue d'autres altérations. L'initiation, on l'a déjà dit, donc c'est une phase irréversible. Il y aura donc des altérations de l'ADN qui vont apparaître, et elles sont irréversibles, mais elles sont incapables seules à produire le cancer. D'accord? Elles ne font que sensibiliser, que fragiliser donc ces cellules, donc dites initiées. Et c'est au niveau de la phase de promotion que tout survient. Donc si ces cellules donc initiées vont au cours de leur évolution donc être soumises donc à un environnement propice à la survenue donc de cancer, eh bien, il y aura cette transformation. Et généralement, les agents promoteurs, c'est plutôt des agents promoteurs internes, tels que les hormones, les différents facteurs de croissance, les différents éléments donc, qui participent à l'inflammation, etc. D'accord? Et donc, il y a cette promotion qui va se faire. Pardon. Et justement, s'il y a promotion, il y aura apparition déjà des lésions cellulaires. Les lésions cellulaires qui sont encore cliniquement, elles ne sont pas parlantes. Et c'est à ce stade justement où on peut donc réaliser le dépistage. D'accord? Le dépistage est très propice à ce moment-là, donc lors des dysplasies, du cancer in situ. Là encore, donc le cancer est encore maîtrisable. C'est là où on peut, donc où le dépistage donc tient tout son intérêt, disons. D'accord? Par la suite, il y aura quoi? Et donc une fois donc ces lésions installées, il y aura passage vers le cancer invasif. Et qui dit cancer invasif, donc la complication majeure, c'est les métastases. D'accord? Et lors de la phase de progression, c'est ce qu'on appelle la phase clinique du cancer. Phase clinique du cancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le cancer devient cliniquement apparent. D'accord? Il est cliniquement détectable. Et c'est à ce moment-là où donc d'où l'intérêt donc d'installer un traitement précoce. D'accord? Un traitement précoce. Donc, plus le traitement est installé donc précocement, plus il est efficace et plus donc le pronostic est meilleur. Donc, on arrive donc à cette cellule cancéreuse. La cellule cancéreuse, vous avez déjà vu donc ses différentes caractéristiques, donc biologiques, morphologiques et génétiques. Mais on peut, disons, résumer donc ces caractéristiques en quelques points essentiels. Un, c'est l'immortalité. Donc, ces cellules ont une capacité indéfinie de prolifération, de division. Ça veut dire donc qu'elles n'ont pas de durée de vie. D'accord? Et ceci est dû à quoi? Ceci est dû donc aux facteurs donc, de croissance qu'elles peuvent donc sécréter elles-mêmes. D'accord? Il y a aussi une autre caractéristique, c'est la résistance à l'apoptose. La résistance à l'apoptose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette cellule, elle n'est pas sensible aux facteurs de l'environnement. C'est-à-dire elle peut se protéger elle-même et ne pas être sensible à ces facteurs donc, qui normalement induisent l'apoptose. Donc on arrive à cette troisième donc, caractéristique, c'est l'autonomie. Donc c'est une cellule complètement autonome. Donc elle est capable donc d'induire sa division, sa prolifération, sa survie en quelque sorte, et elle arrive à se protéger contre les différents donc signaux de mort cellulaire. D'accord?
Donc, en quelque sorte, c'est une cellule qui n'a besoin de personne pour proliférer. Il y a aussi donc la capacité à induire une néangiogénèse. Donc, c'est une cellule qui croît rapidement, qui se divise rapidement. Donc, elle a envie, elle a besoin d'un microcosmos, d'un micro-environnement qui lui soit propice, qui lui soit favorable, qui soit favorable à sa survie. Donc, elle va induire donc ce qu'on appelle le stroma cellulaire, le stroma donc cancéreux, qui est quoi? Donc, on l'a déjà dit. Vous n'entendez rien? Donc, elle est capable donc d'induire cette angiogénèse. Et enfin, donc c'est la capacité d'invasion aussi bien donc tissulaire et par la suite la diffusion métastatique. On peut continuer? Vous m'entendez? Très bien. Donc on continue. Donc on a terminé donc avec la transformation de la cellule normale en cellule cancéreuse. D'accord? Et on passe à l'histoire naturelle du cancer. Si vous voulez que je réponde à vos questions donc au fur et à mesure du cours, là on laisse en dernier, c'est comme vous voulez. Vous voulez qu'on laisse à la fin du cours? Non? Très bien. Donc, vous voulez que je réponde au fur et à mesure? Vous êtes divisé apparemment. À la fin du cours? Je ne sais pas. Allez, on termine. Et je vais répondre à toutes les questions. S'il le faut, on enchaîne une autre séance. Il n'y a pas de souci. Donc, pour l'histoire naturelle du cancer, ça veut dire donc quelles sont finalement donc les différentes étapes par lesquelles donc passe le cancer. Donc, le passage donc du tissu, la transformation à partir donc du tissu normal, donc du cancer. Déjà, quand on dit cancer, normalement, on n'a pas besoin de dire invasif, mais c'est juste pour préciser. Donc, le cancer donc invasif. Et qui dit cancer invasif, bien entendu, c'est la survenue de métastases. Donc, ça, c'est le schéma donc classique. Donc, c'est le schéma classique de la transformation d'un tissu normal en un tissu cancéreux, mais il y a un mais, c'est quoi? Quand la cellule est épithéliale. Donc, c'est la transformation d'un tissu épithélial en cancer. D'accord? Et quelle est la particularité? C'est-à-dire le tissu conjonctif, il peut se transformer également en cancer, d'accord? Mais ce n'est pas les mêmes étapes. Et quelle est la différence entre l'épithélial et le conjonctif? C'est que les cellules épithéliales, donc l'épithélium, c'est un revêtement, donc vous voyez, donc pluristratifié. Il y a quoi ça? Là, il y a quoi? Donc, c'est ce qu'on appelle la membrane basale. Et la membrane basale, c'est une sorte de protection d'une lame bordante qui peut retarder la survenue du cancer. D'accord? C'est une limitation, disons, entre l'épithélium et le chorion. Le chorion où il y a les vaisseaux que vous voyez ici. D'accord? Donc, tant que le cancer est cantonné dans cet épithélium, tant qu'il ne dépasse pas cet épithélium, il n'a pas accès aux vaisseaux.
Donc, il est toujours donc limité à son lieu de naissance, disons, au tissu où il a pris naissance, d'accord? Et c'est là, donc voilà, donc là c'est un tissu normal. Le tissu donc dysplasique, on commence à avoir quand même des modifications. Les modifications sont aussi bien architecturales que cytologiques, d'accord? On ne le voit pas très bien, mais regardez, il y a toujours l'architecture d'ensemble est plus ou moins respectée et surtout la membrane basale est intacte. C'est le stade de dysplasie. Et la dysplasie, il faut savoir qu'elle passe par différents degrés. Il y a la dysplasie de bas grade, de haut grade, qu'on peut également dire dysplasie légère, modérée ou sévère. D'accord? Et par la suite, donc vient ce qu'on appelle le carcinome in situ. Le carcinome in situ, c'est quoi? C'est un véritable cancer. D'accord? Il y a donc une modification architecturale, cytologique qui s'installe, donc qui sont très prononcées. C'est un authentique cancer, mais qui est limité par la membrane basale. C'est-à-dire il ne traverse pas cette membrane basale, donc il n'a pas accès justement à ces vaisseaux. D'accord? Donc il ne peut pas, le cancer in situ, mais pourquoi est-ce que je vous ai dit la particularité? On ne dit pas pratiquement cancer in situ, mais on dit carcinome in situ. Parce que le cancer qui donc provient de l'épithélium, on l'appelle carcinome, d'accord? Contrairement au sarcome qui vient du tissu conjonctif, d'accord? Donc le carcinome in situ, donc le seul cancer in situ qu'il y a, c'est le carcinome in situ. In situ, je vous ai dit, in situ, ça veut dire, donc il ne dépasse pas la membrane basale, in situ, c'est-à-dire il reste là où il est né, d'accord? In situ, c'est la définition même. In situ, ça veut dire qu'il n'est pas infiltrant, il n'est pas invasif. Le terme local, je préfère éviter. On dit in situ et non pas local. Parce que local, ça sous-entend donc une progression locale. D'accord? Local, c'est-à-dire toujours dans le même organe. On parle donc d'un cancer localisé, mais c'est un cancer invasif. D'accord? Le cancer peut être local, mais invasif. Le terme exact, c'est le carcinome in situ. Il est donc, c'est-à-dire c'est un cancer, je vous ai dit, c'est un authentique cancer, mais qui respecte la membrane basale. Et donc, quand on dit donc il n'a pas accès donc au chorion, il n'a pas accès également donc aux différentes structures vasculaires et donc il ne peut pas donner de métastase. Et c'est le seul donc à ce stade le cancer est guérissable. C'est-à-dire si on fait une chirurgie complète, d'accord, le cancer est éradiqué, il n'y a plus de cancer, d'accord. Et on est sûr qu'il n'y a plus de cellules. Il y a plus de cellules cancéreuses qui se baladent dans l'organisme parce que ça a été in situ valable pour les tumeurs. Je vous ai dit, oui, pour les tumeurs, le cancer in situ, bien entendu, c'est uniquement pour les cancers, d'accord? Mais quel type de cancer? C'est pas tous les cancers, c'est-à-dire c'est les tumeurs épithéliales malignes, d'accord? Non pas tous les cancers, pas toutes les tumeurs malignes, mais uniquement pour les tumeurs épithéliales malignes. Je vous ai dit pourquoi? Parce que justement, il y a cette membrane basale. La membrane basale n'existe pas dans le tissu conjonctif. Et donc, après ce stade d'in situ, il y aura quoi? Donc, cette membrane basale, finalement, elle ne va pas tenir très longtemps. D'accord? Si ce carcinome in situ n'est pas traité, c'est-à-dire s'il n'est pas traité, donc c'est-à-dire s'il n'est pas enlevé, il y aura passage à l'infiltration. Il y aura donc effraction de cette membrane basale et donc les cellules cancéreuses que vous voyez ici vont se retrouver dans le chorion et c'est là où on parle de cancer invasif, c'est-à-dire on a dépassé le stade in situ et c'est bon, le cancer est invasif. Et gardez en tête, quand on dit un cancer, ça sous-entend invasif. Quand on veut préciser qu'il est in situ, on dit carcinome in situ. Mais si je dis carcinome, point, ça sous-entend infiltrant. Infiltrant ou invasif, c'est la même chose. Et vous voyez, donc, du moment qu'il est devenu infiltrant, donc il y aura passage dans la circulation et il y aura donc une éventuelle survenue de métastase. Qu'est-ce qu'il y a comme... donc le cancer invasif est une extension locale? Non. Le cancer invasif, c'est un cancer. Le cancer est invasif. D'accord? Il est toujours au niveau de l'organe. D'accord? Il est toujours au niveau de l'organe. Est-ce que dysplasie veut dire tumeur bénigne?
On va y arriver. Donc, on commence par des lésions précancéreuses qu'on appelle également dysplasie. Donc, qui m'a parlé donc de dysplasie là, donc je vois la question donc dysplasie et tumeur bénigne. Donc, c'est pas une tumeur bénigne, mais c'est un état précancéreux. D'accord? La dysplasie est un cancer, est un état précancéreux. D'accord? Donc, la définition de la dysplasie, c'est quoi? Donc, c'est un état précancéreux acquis d'un épithélium. Donc, la même chose, quand je vous ai dit, donc dysplasie, carcinome in situ, etc., c'est propre au carcinome, donc c'est propre aux épithéliums. D'accord? Dans le conjonctif, on ne peut pas parler de dysplasie. Caractérisée par l'association de ces anomalies, mais finalement, c'est quoi? C'est aussi bien des anomalies architecturales que cytologiques. C'est-à-dire, l'architecture n'est plus normale. Là, regardez, donc, il y a cette membrane. Il y a donc cette couche de cellules donc souches en quelque sorte, de cellules basales, et donc par la suite donc ces cellules. Alors que dans la dysplasie, regardez donc l'architecture, c'est pas toute la hauteur de l'épithélium qui est dysplasique, mais on peut avoir une partie plus ou moins étendue donc de cet épithélium, d'accord, jusqu'à l'atteinte totale. Et c'est ça la dysplasie, c'est-à-dire c'est l'association d'anomalies architecturales et cytologiques qui intéressent un épithélium. D'accord? Et ça atteint différents organes. Ça peut être le col, ça peut être la vessie, ça peut être l'estomac, ça peut être le côlon, ça peut être le sein, etc. Le problème, c'est qu'il y a des organes qui sont accessibles au dépistage et il y en a d'autres, les organes profonds généralement, qui ne le sont pas. Donc le dépistage prend tout son intérêt, par exemple dans le cancer du col utérin, grâce à ce qu'on appelle le frottis cervical. D'accord, qui est un geste très simple par lequel on peut dépister justement donc ces lésions de dysplasie et ces lésions de carcinome in situ, c'est-à-dire on dépiste à temps pour instaurer un traitement et donc vaincre le cancer. D'accord? Qu'est-ce que je vois là? Donc, est-ce que dans la dysplasie, on a des atypies? Mais bien sûr, je vous ai dit, il y a une architecture qui est bouleversée et il y a des atypies, c'est-à-dire c'est une modification cellulaire, c'est-à-dire, regardez, est-ce que ça ressemble à ça? Ça, c'est des cellules normales et ça, c'est des cellules dysplasiques. Donc, c'est des cellules atypiques, oui, il y a des atypies, bien sûr, des atypies cytologiques, c'est-à-dire aussi bien cytoplasmiques que nucléaires dans les atypies. Et on les grade justement, on les grade en dysplasie, on les grade. Et donc les dysplasies sont justement, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, on revient. Voilà, donc je disais, donc les dysplasies sont gradées en fonction de leur étendue, disons, en fonction de leur sévérité, en lésions donc de bas grade et lésions de haut grade. Certains donc les gradent en 2 degrés, disons, et d'autres les gradent en 3, c'est-à-dire il y a la dysplasie de bas, légère, modérée et sévère. Sévère, c'est-à-dire elles atteignent tout l'épithélium, c'est-à-dire toute la hauteur de l'épithélium. Et là, dans les sévères, dans les dysplasies sévères, la distinction entre dysplasie sévère et carcinome in situ est quasiment impossible. On dit que la dysplasie sévère, c'est l'équivalent du carcinome in situ. D'accord? Mais vous voyez, donc ça c'est l'épithélium normal. Là, regardez, donc on commence à avoir des atypies, donc mais qui sont donc plus ou moins localisées. Là, ça commence donc à atteindre plus ou moins donc pratiquement les 2/3. Et là, c'est tout l'épithélium qui est donc atteint, mais bien sûr, la membrane basale est intacte. Dans les dysplasies, la membrane basale est intacte et je vous ai dit, donc c'est le moment propice au dépistage. Et là, donc l'évolution de ces lésions de dysplasie, donc il y a plusieurs cas de figure. Elles peuvent
se stabiliser, elles peuvent régresser. Stabiliser, c'est-à-dire rester stable. On peut avoir des dysplasies pendant donc toute sa vie, donc avoir des dysplasies qui n'évoluent pas vers le cancer invasif. Elles peuvent régresser, donc la plupart des dysplasies régressent, il faut le dire. Là, donc elles peuvent passer carrément au cancer. Et là, ça dépend de quoi? Ça dépend donc des facteurs, donc aussi bien environnementaux, c'est-à-dire externes, que des facteurs donc internes, propres à l'individu, donc propres à l'organisme, notamment immunitaire et génétique. D'accord? Donc c'est ça qui donc vont conditionner l'évolution d'une dysplasie. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, du fumeur. Donc, l'épithélium bronchique du fumeur donc, est constamment irrité par la fumée de cigarette. Il y aura des lésions, des dysplasies qui vont s'installer. Eh bien, si là, c'est bon? Vous m'entendez? Vous avez l'écran? Oui. Et le sang, c'est bon? Très bien. Donc, on continue. Il y a eu un petit souci technique. Donc, je vous ai dit, on parlait donc du fumeur, donc où donc il est constamment donc où l'épithélium bronchique est constamment donc irrité par la fumée de cigarette. Si donc il arrête de fumer, il y aura tout simplement donc ces lésions. Si c'est toujours des lésions de dysplasie, hein, donc ces lésions de dysplasie peuvent régresser. D'accord? S'il continue à fumer, ben ces lésions de dysplasie donc, vont se transformer en cancer, en carcinome in situ et par la suite en cancer invasif. D'accord? Donc c'est ça, juste pour que vous compreniez un petit peu l'évolution de ces dysplasies. D'accord? Et donc on arrive au carcinome in situ. Donc après la dysplasie, et je vous ai dit, donc, distinction entre carcinome in situ et dysplasie sévère est quasiment impossible sur le plan morphologique. C'est donc la dysplasie sévère, c'est l'équivalent de carcinome in situ. Donc le carcinome in situ, c'est quoi? C'est un authentique cancer, c'est un carcinome, c'est un cancer, mais qui est non invasif, on l'appelle également non invasif, ou on l'appelle également carcinome intraépithélial, c'est-à-dire il est limité à l'épithélium. Et je vous ai dit, donc sa caractéristique, c'est quoi? C'est que la membrane basale est intacte. D'accord? Donc toujours, donc dans le carcinome in situ, comme dans la dysplasie sévère, donc tout l'épithélium est atteint, aussi bien sur le plan architectural, donc il n'y a plus d'architecture qui est respectée, et sur le plan cytologique, il y a beaucoup d'atypies, il y a des atypies cytonucléaires, donc très marquées avec, regardez là, donc une image de mitose. Là, la même chose, c'est pour vous dire que c'est un authentique cancer, c'est un véritable cancer, mais qui est limité par une membrane basale, c'est-à-dire qui est limité à l'épithélium. D'accord? Et tant qu'il est limité à l'épithélium, il ne va pas, donc il ne peut pas se propager. OK? Et là, donc après la dysplasie, le carcinome in situ vient le carcinome invasif. Le carcinome invasif sous-entend quoi? Sous-entend que la membrane basale est rompue. D'accord? Jusqu'au carcinome in situ.
on a le stroma réaction encore renforcée. Non, dans le carcinome in situ, donc bonne question, dans le carcinome in situ, on n'a pas de stroma. D'accord? On n'a pas de stroma parce que le stroma, il se forme dans le tissu conjonctif normal déjà. D'accord? Voilà, c'est une adaptation du tissu conjonctif. Alors que dans le carcinome in situ, il n'y a pas d'invasion de ce chorion, donc il n'y aura pas de stroma. Le stroma, il va se former ici. D'accord? Donc il n'y a pas, carcinome in situ, il n'y a pas de stroma. C'est une très bonne question. Carcinome in situ veut dire infiltrant. Mais c'est tout à fait le contraire. Le carcinome in situ, c'est un carcinome non infiltrant, non invasif. Le cancer, quand il devient invasif, ça veut dire que s'il n'est plus in situ, on a dépassé le stade in situ, et là, donc, c'est la membrane basale qui est rompue, et il y a donc des cellules cancéreuses qui sont dans le chorion, et c'est là, donc d'abord, on parle de micro-invasif. Micro-invasif, c'est-à-dire que c'est vraiment donc de petits groupements de cellules qui ont franchi la membrane basale, mais par la suite, donc le cancer n'est plus maîtrisable, donc il va croître. Donc chaque cancer a une vitesse, donc il va prendre sa vitesse de croisière. D'accord? Oui, oui, oui. Invasif veut dire infiltrant. Tout à fait. D'accord? Et donc c'est à partir de là qu'on parle de véritable cancer. D'accord? Et à partir de là, que le cancer, donc que la membrane basale donc soit franchie, on parle de pronostic bien sûr défavorable. Donc là, c'est le dépistage, c'est l'intérêt de dépistage. Là, à vrai dire, c'est donc plus donc le cancer est détecté rapidement, plus le traitement donc est adéquat et plus le pronostic est meilleur. D'accord? Pourquoi la membrane basale restée? J'ai pas compris la question de Myriam. Donc, pourquoi la membrane basale restait? J'ai pas compris la question, à vrai dire. Je vous ai dit, la membrane basale reste dans l'in situ et par la suite, donc les cellules cancéreuses arrivent à la franchir pour atteindre le chorion. D'accord? Voilà, donc ça c'est au microscope. Donc vous voyez, donc ça c'est l'épithélium, ça c'est la membrane basale. Et regardez ce franchissement, c'est-à-dire c'est des cellules cancéreuses qui sont dans le chorion, et là il y aura un stroma, etc., donc une néoangiogénèse, etc. D'accord? Et on dit que généralement que le cancer est détectable. On dit qu'il est détectable, voilà, à partir de 1 cm3, c'est-à-dire 1 sur 1 sur 1. D'accord? Et donc c'est l'équivalent de donc 1 milliard de cellules. OK? Et le diagnostic de cancer nécessite bien entendu une preuve histologique que peut apporter la biopsie. C'est-à-dire on biopsie le cancer pour donc permettre un diagnostic histologique, un diagnostic de certitude du cancer. Et là, donc le cancer, il y a quoi? Le cancer est dans l'organe, c'est bon, donc il a atteint l'organe. Là, il va croître, donc les cellules cancéreuses, je vous l'ai déjà dit, donc elles sont là pour proliférer, pour envahir, d'accord? Elles vont d'abord envahir l'organe en question, par la suite, il y aura donc une invasion des organes voisins. Les organes voisins, on parle d'envahissement loco-régional. Loco-régional, ce n'est pas des métastases, ce n'est pas de véritables métastases. Pourquoi? Parce que c'est une extension de proche en proche. C'est-à-dire, le cancer est là, et ben, il va envahir les organes de voisinage. Il ne va pas emprunter une voie de dissémination bien précise, d'accord? Il va tout simplement emprunter, donc il va tout simplement envahir. Donc, il n'y a pas de sang. Et là, vous entendez? Vous commencez à m'entendre? C'est bon? On peut continuer. Très bien. Donc, on continue. Je vous ai dit que le cancer, une fois le cancer,
le cancer infiltrant, donc invasif, le véritable cancer, donc il va se propager d'abord dans l'organe, et puis donc il va envahir les organes de voisinage. D'accord? Les organes de voisinage, ce qu'on appelle donc envahissement loco-régional et non pas métastase. Et par la suite, il y aura les métastases. Les métastases, c'est quoi? Il y aura donc, les métastases se forment lorsqu'il y aura un passage donc des cellules cancéreuses, notamment dans les vaisseaux sanguins ou lymphatiques. D'accord? D'accord? Donc, on va voir les métastases donc, par la suite. Et il y a bien entendu différentes voies de métastases. Les plus fréquentes, bien sûr, c'est la voie lymphatique. Il y a aussi la voie vasculaire, donc lymphatique, vasculaire, donc la voie, donc, elle va emprunter